Benjamin Stora, bonsoir. Vous êtes historien spécialiste du Maghreb contemporain. Vous considérez que l'armée est la colonne vertébrale de l'Algérie depuis toujours, mais elle peut autant protéger le peuple que se retourner contre lui. La méfiance vient du fait qu'elle a déjà effectivement tiré par le passé sur la foule. À côté de vous, Neila Latrousse, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique. Vous estimez que les manifestants réclament le retour de l'armée et les militaires agissent de façon constitutionnelle. Ce sont les opposants du pouvoir actuel qui sont prêts à tout pour accélérer la destitution du président. Et à côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, bien connu. Selon vous, Agnès Levallois, l'armée respecte la mobilisation populaire et ne peut envisager une répression. Elle n'a pas pour ambition de prendre les rênes du pouvoir et tente de trouver une issue politique, autrement dit, aider à la transition démocratique. On va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs, Nadia, avec la première question du débat, c'est celle de l'internaute. Oui, qui voudrait tout simplement savoir qui est exactement ce fameux général Ahmed Gaïd Salah. Neila Latrousse, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre le personnage qui est le visage de l'armée et comment est-ce qu'il est perçu par la population? Alors Ahmed Gaïd Salah, c'est chef d'état-major et vice-ministre de la Défense en Algérie. C'est un moudjahid donc, qui a fait la guerre de 54-62, la guerre d'Algérie, qui ensuite a fait toute sa carrière dans l'armée, formé, il me semble, en URSS. Et qui, en 2003, alors qu'il aurait dû être écarté du pouvoir et rattrapé in extremis par Abdelaziz Bouteflika, qui lui dit « Ah bon, il paraîtrait que tu souhaites nous quitter et partir à la retraite. » Ah bon, pas du tout. Et il lui dit « Très bien, alors c'est toi qui vas prendre la place de celui qui souhaitait se mettre à la retraite. » Vous faites le dialogue. Et du coup, donc Ahmed Gaïd Salah, effectivement, cette accession aux plus hautes strates du pouvoir, il la doit à Abdelaziz Bouteflika. Il y avait une sorte de pacte d'anciens combattants entre eux. Concrètement, si Abdelaziz Bouteflika était l'une des jambes du régime, Ahmed Gaïd Salah serait la deuxième. Très bien. Ce qui nous amène... Eh bien, au chiffre du jour. Oui, pour comprendre ce qui s'est passé hier. 102, comme l'article de la Constitution, eh bien, qui est invoqué par le chef d'état-major dont vous venez de parler, Neila Latrousse, pour évincer Bouteflika. Et cet article stipule qu'une maladie grave et durable eh bien, empêche un chef d'État de présider. C'est bien sûr le cas de Bouteflika depuis son AVC en 2013. Une sorte de procédure d'empêchement médical, en quelque sorte. Et dans les 90 jours qui suivent la vacance du pouvoir, il doit y avoir l'organisation d'une élection présidentielle. Tout cela, c'est théorique. Benjamin Stora, est-ce que c'est aussi pour l'armée une manière d'organiser une sorte de transition ou de rester, de garder les rênes en se laissant un peu de temps? Avant de répondre à votre question, un petit peu d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans cette révolution algérienne, entre guillemets, et en particulier le dessin de Dilemme. Oui. Ce matin, on voit un médecin qui prend le pouls d'Abdelaziz Bouteflika, 37, 39, 40, et à un moment il dit à 102, il est mort. Donc c'est bon, simplement avant de très bien. à votre question, il est évident qu'il y a la volonté d'essayer d'arriver à respecter, disons, des formes légales de constitution pour rester dans un cadre politique où il n'y ait pas de débordement, de chaos politique possible, etc. Donc d'essayer de faire en sorte que l'armée respecte la constitution. Elle se pose en tout cas de cette manière-là. C'est de cette manière, en défenseur, disons, de la constitution. Maintenant, reste la dynamique de ce processus. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la légitimité constitutionnelle, le droit, etc. Et puis il y a la rue, il y a les gens, il y a l'opposition, il y a tous les sentiments et les passions qui anime aujourd'hui l'Algérie, qui a été trop longtemps comprimée pendant des dizaines d'années. Et là, personne aujourd'hui, ce soir, ne peut dire exactement quelle va être la réaction des millions de personnes qui sont descendues dans la rue et qui ont essayé plusieurs fois des expériences démocratiques dans l'après-88, la sortie de la décennie sanglante dans les années 2000-2001, où il y a eu quand même 130 morts. Il y a eu plusieurs fois des tentatives. Et à chaque fois, c'est vrai que ça a échoué. L'armée est au centre de ce pays, Agnès Levallois. Et il y a 2 millions, je disais, Neila Latrousse, peut-être que vous allez me contredire, mais 2 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui en Algérie pour le ministère de la Défense. Et ça veut dire que dans toutes les familles, eh bien, il y a quelqu'un qui travaille pour l'armée. Est-ce que du coup, eh bien, quel est le lien qu'il y a aujourd'hui entre cette armée et le peuple? C'est-à-dire qu'il y a vraiment... L'armée est un des piliers de ce pouvoir, fait partie de ce cartel finalement qui gère les affaires maintenant depuis des années. Donc l'armée est un de ces éléments extrêmement importants. Il me semble que l'armée est traversée aussi par des tensions comme la population algérienne, à savoir qu'il y a le chef d'état-major qui a pas loin de 80 ans, mais il y a aussi toute une génération
de beaucoup plus jeunes, d'officiers beaucoup plus jeunes, qui ne souhaitent pas que l'armée rentre en confrontation, s'y réprime un mouvement populaire, et avec 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, comment réprimer? Ça veut dire que ce serait un bain de sang absolument considérable. Et une jeune génération de militaires qui, eux, aimeraient effectivement que l'armée, en sachant qu'elle va rester, évidemment, au pouvoir, elle va rester un des acteurs importants, mais sans rentrer dans cette logique de répression qu'on a connue dans les années précédentes. Et c'est la seule façon, ça serait la seule façon, en tous les cas, de pouvoir envisager cette transition. Et ça veut dire, Nélia Latrousse, que les Algériens continuent de faire confiance à leur armée pour assurer cette transition? Ils continuent à faire confiance à l'armée de manière générale. Ouais. Je m'expliquer, l'armée, aujourd'hui, elle est incarnée par Ahmed Gaïd Salah. Il y a quelque temps, lorsque la présidentielle devait encore avoir lieu le 18 avril, vous aviez un général-major qui était candidat en la personne d'Ali Guédiri, qui était l'ancien DRH du ministère des Armées et qui était soutenu par directeur des ressources humaines pour les grands-mères. Et qui était par ailleurs, vous faites bien de préciser, qui était par ailleurs soutenu par une partie de la population et un certain nombre de personnalités de l'opposition également, qui estimaient qu'il incarnait une forme de droiture d'une armée garante des institutions, etc., qui était auréolée de ce fait-là, qui était soutenu par ailleurs d'une partie également des troupes d'Ahmed Gaïd Salah. Et donc ça, évidemment, le chef d'état-major ne pouvait pas l'ignorer, qu'une partie de ses troupes souhaitait se porter vers un autre candidat qui n'était pas Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, dans les manifestations, l'une des personnes que l'on évoque comme étant potentiellement une alternative, c'est Liamine Zerwal, qui est aussi un général. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'attachement à cette institution militaire dépasse l'attachement de l'armée comme pilier du régime. C'est l'institution au sens, allez, je mettrai plein de guillemets, noble du terme, qui est énormément appréciée d'une partie de la population algérienne. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, l'armée c'est très important parce que dans un pays qui est immense comme l'Algérie, 5 fois la France, avec des frontières absolument colossales, le Mali, le Niger, etc., l'armée c'est aussi le moyen d'essayer de préserver dans cet immense territoire un lien national. C'est-à-dire que la question du nationalisme politique, elle s'exprime aussi à travers ça. Et ça, c'est un élément qu'il est difficile de dissocier, ce qu'on a appelé dans le langage classique en Algérie, l'armée, le peuple, la fusion qui existe, la question du drapeau, etc. Tout ça est très mêlé. Mais ça n'empêche pas quand même la distance et la méfiance par rapport à l'institution elle-même. Alors justement, vous parlez de nuances. Dans les manifestations, on disait quand même peuple, armée, nous sommes tous frères. C'était un des slogans qu'on entendait dans les cortèges. Alors justement, vous parlez... Faites-nous écouter un écrivain, un intellectuel. L'armée fait certes partie de cette culture nationale, de ce lien national, mais certains intellectuels nuancent cette approche. C'est le cas de l'écrivain algérien Mohamed Kassimi, on l'écoute. Cette armée est une armée de voyous. Nous avons une armée qui pique et qui planque. C'est-à-dire aucun dollar piqué sur le marché national n'est réinvesti sur place. Agnès Levallois, cette armée, est-ce qu'elle est corrompue ou est-ce qu'elle s'est réformée? L'armée gère la rente pétrolière et gazière de l'Algérie. Je veux dire, le garant aussi de cette redistribution et de cette gestion de la rente, c'est l'armée. Ça a été pendant longtemps ce qu'on appelait le DRS, qui était le chef des services de renseignement, qui en 2015 a été mis de côté par Bouteflika, qui voulait l'affaiblir parce qu'il avait un pouvoir bien trop important et donc ça faisait peur, ou en tous les cas ça pouvait créer des tensions. Et donc il a été remplacé par son adjoint. Donc on voit bien que cette institution est absolument essentielle, non seulement pour les raisons qui viennent d'être évoquées, mais aussi pour la gestion de cette rente et pour la répartition de cette rente entre ces différents... Non, parce que évidemment la corruption était énorme dans la gestion de cette rente, parce que vous savez que la rente est quand même absolument considérable, que le pays ne s'est absolument pas développé d'un point de vue économique comme il aurait pu et dû le faire en raison de la richesse issue justement de ces hydrocarbures, et que c'est un pays qui n'a été absolument pas industrialisé, qui ne produit pas grand-chose, alors qu'il aurait dû le faire. Parce qu'il y a eu cette captation par l'armée, mais pas que par l'armée. C'est pour ça que je parle un peu de cartel au pouvoir. Vous évoquez un accaparement. Bien sûr, qui s'est complètement réparti. Et souvenez-vous, en 2011, quand il y a eu les premiers mouvements de contestation dans le monde arabe, il y a eu quelques débuts de manifestations à Alger qui ont été tout de suite, évidemment, calmés, réprimés, mais qui a été aussi calmés par une redistribution, où là, il y a eu des plans économiques qui ont été mis sur la table pour acheter la paix sociale, et comme ça a été fait dans les pays du Golfe, des pays rentiers avec beaucoup d'argent, pour essayer de calmer le jeu, avec en plus la peur de la décennie noire qui était encore très fraîche dans les
dans les têtes. On va évoquer un phénomène qui alarme les Algériens et les observateurs étrangers, d'ailleurs, la fuite des capitaux. Exactement, et c'est le quotidien algérien, le Ouatan, qui a alerté hier en titrant un article « Pillage organisé », le pillage organisé qui serait en train de se dérouler en Algérie. Ils expliquent que des responsables politiques et des hommes d'affaires seraient en train de profiter de l'incertitude générale pour transférer leur argent à l'étranger, donc une fuite illicite des capitaux, évidemment. Et la crainte est telle que l'Ordre des avocats d'Alger a demandé cette semaine à la Banque d'Algérie d'empêcher les virements et les transferts commerciaux de sociétés privées vers l'étranger. Mokran Ait Larabi, qui est un avocat et puis un homme politique également algérien, il a demandé au procureur d'empêcher ceux qui peuvent faire l'objet de poursuites pour corruption de quitter le territoire national, donc de les empêcher de quitter le pays. Et on a également des économistes algériens qui rappellent dans la presse cette semaine que c'est la corruption, le fléau de la corruption qui a poussé les Algériens dans la rue et que ça peut également pousser ces corrompus à vouloir quitter le navire avec de l'argent public. Et c'est une inquiétude qui est partagée par un écrivain, encore un, par Boualem Sansal, qui a déclaré cette semaine que si la crise dure trop longtemps, l'économie va s'effondrer et nous emporter tous. Benjamin Stora, est-ce que l'armée peut garantir la fin de l'opacité, la fin de la corruption, et le veut-elle aujourd'hui ? Ce que vous venez de décrire, c'est précisément ce que j'ai essayé de dire sur la question des passions et des dynamiques dans un processus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on commence par trouver, chercher des alternances politiques, de personnages, etc. Et tout à coup, dans la dynamique même, il y a des choses qui sont nouvelles qui apparaissent. Les procès, les mises en accusation, la justice, la fuite des... Et tout ça, ce n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire que il y a à peine 15 jours, même, en plein mouvement, personne ne songeait à ça. Mais demain, après-demain, ce genre d'initiatives et de choses vont se multiplier. Et dans le fond, la grande crainte... La grande crainte, c'est celle-là, c'est-à-dire d'une espèce de surenchère révolutionnaire dans les mises en accusation, dans les désignations des personnages qui ont dirigé ce pays pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut s'en réjouir, juste pour bien comprendre ce que vous dites. Moi, vous savez... Vous avez peur que ça conduise à une épuration excessive ? Moi, c'est ce qu'on appelle les dynamiques, disons, de culture révolutionnaire, etc. Je crois que... les Algériens ne veulent, de mon point de vue, ont beaucoup vécu dans la culture révolutionnaire. Ils ont fait une révolution dans les années 60, bien sûr. Ils ont fait toute une série de révolutions de type idéologique, du type socialisme arabe, du type, etc. Ensuite, la révolution avec, entre guillemets, avec les islamistes. Et donc maintenant ? Je ne crois pas que les gens soient... personnellement, dans des espèces de surenchères à base de culture guerrière révolutionnaire. Je crois il y a des besoins de transparence et de justice, mais il y a surtout un besoin de démocratie politique. Donc d'aller à l'égalité politique. Ça, c'est fondamental. Et à partir de là, il peut exister des groupes, des individus, des écrivains, qui, eux, évidemment, dans des postures à la fois idéologiques, politiques et culturelles, mettent en accusation, etc. Ça, c'est évident. Mais le mouvement de fond de ce qui se passe en Algérie, c'est la démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe en Algérie, Neila Latrouze ? Il y a une crise économique, il y a le pays, les caisses sont vides. Quelle est la situation économique ? Les caisses se vident à grande vitesse. À très grande vitesse. Et ça a des répercussions sociales terribles, non ? Ça a eu des répercussions sociales terribles dans les précédentes lois de finances, puisque un certain nombre de produits de base ont augmenté, qu'on évoque également la réforme du système des subventions. Alors, grosso modo, les subventions en Algérie, c'est essence, une grande partie où abonde l'État. Donc, on est sur un litre d'essence à peu près 30 centimes d'euros. L'huile, l'État abonde également pour que ça ne coûte pas trop cher. Le pain, la farine, le sucre et tout un tas de produits dans les détails, les gens de ce type-là. Ou les gens commencent Ce que ça veut dire, c'est surtout que ça a coûté excessivement cher et qu'avec le baril de pétrole qui s'est effondré, il n'y avait plus énormément d'argent pour distribuer cette manne-là. Donc, la solution qui a été adoptée, c'est la planche à billets. On imprime du billet. Et la vraie grande inquiétude, c'est de savoir quand est-ce qu'on paye les pots cassés et combien ça va coûter. Mais Agnès Levallois, l'armée a su justement faire en sorte qu'on n'arrive pas à la situation du Venezuela en même temps. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a mis une sorte, a fait en sorte que socialement, on puisse contenir les choses. Aujourd'hui, Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a bien vu quand il y a eu la révolution en 2011 dans les pays voisins. Il y a eu cette distribution de subventions. Il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises pour calmer le jeu et faire en sorte que la situation n'explose pas. Ce qui est clair, c'est que tous ceux qui se sont accaparés cette rente ont leurs comptes en banque qui sont remplis à l'extérieur. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté à imaginer cela. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'effectivement des mesures vont être prises pour éviter que les capitaux qui sont encore sur place entre les mains de certains vont partir ou est-ce que la Banque centrale va prendre les mesures nécessaires pour éviter cela, pour éviter effectivement que les caisses se vident complètement et de ne pas pouvoir payer les produits de première nécessité qui sont absolument indispensables, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien a les plus grandes difficultés à pouvoir même
même fonctionner, puisqu'il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé, il n'arrive toujours pas à nommer de gouvernement. Donc il y a une espèce de flou quand même aujourd'hui au sein du pouvoir qui est inquiétant. Donc la nécessité, j'imagine que l'armée, sa priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte, effectivement, que l'argent ne continue pas à partir pour pouvoir assurer les besoins élémentaires des Algériens. Alors il semblerait qu'il y ait aussi un petit peu de flou à la tête du FLN. Voici le portrait d'un homme qui doute, Mouad Bouchareb, par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la rue algérienne réclame le départ de Bouteflika, le chef du parti présidentiel fait preuve de schizophrénie politique. Alors, faut-il enfermer Mouad Bouchareb? Mouad Bouchareb a été élu en octobre chef du FLN, ancien parti unique au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance, après un putsch